On va se parler franchement. Avoir 7 chiffres sur son compte quand on n'a même pas encore perdu toutes ses dents de lait, c'est pas un cadeau, c'est un ticket direct pour le mur. On nous vend du rêve, du talent précoce et des vies de luxe, mais derrière les filtres, c'est un pur carnage. Le problème, c'est qu'on ne fabrique plus des souvenirs, on fabrique des produits. On transforme des gamins en distributeurs de billets avant même qu'ils sachent ce qu'est la vraie vie. C'est de l'ingénierie marketing un peu crade, où le daron devient un manager et le gosse un simple actif financier. On va regarder de près ces enfants se sacrifier sur l'autel du fric et de l'ego, là où la célébrité arrive bien avant la conscience. Spoiler, avoir tout trop tôt, c'est souvent le meilleur moyen de finir avec rien du tout dans la tête ou dans le cœur. On passe au niveau supérieur du délire médiatique avec North West. Là, on n'est même plus dans le népotisme à l'ancienne, on est dans de l'ingénierie marketing pure et dure, calculée avant même la salle d'accouchement. Une marque déposée avant le premier biberon. Le cas North West, c'est le boss final de l'enfant star. Contrairement à un Daniel Radcliffe qui a dû passer les castings pour devenir millionnaire, ou un Jaden Smith qui a dû apprendre des textes, North, son seul job pour devenir multimillionnaire, ça a été de naître. Elle est le produit d'une fusion entre deux des plus gros égos de la planète, Kim Kardashian et Kanye West. Résultat, elle n'a jamais été un bébé, elle a été un contenu. Dès ses premiers mois, elle ne portait pas des grenouillères en coton de chez Carrefour, mais du sur-mesure de chez Balmain. On parle d'une gosse qui a fait la une de Vogue à un âge où tu découvres encore que tu as des pieds. Le problème, et c'est là que ça devient franchement flippant, c'est que son image a été monétisée avant même qu'elle ait conscience d'exister en tant qu'individu. Elle est née dans une télé-réalité permanente. Chaque sourire, chaque caprice, chaque tenue est scrutée par des millions de personnes sur Instagram ou TikTok. On l'a transformée en accessoire de luxe pour les réseaux sociaux de sa mère. La critique, le syndrome de la poupée vivante. C'est là qu'il faut s'arrêter 2 secondes et regarder le désastre. Le vrai problème avec North West, c'est qu'on a l'impression que Kim Kardashian la gère comme une extension de sa propre garde-robe, ou pire, comme une mini-influenceuse sous contrat 24 heures sur 24. On ne compte plus les fois où la gamine s'est affichée avec des looks qui hurlent « je n'ai pas l'âge de porter ça ». On parle de quoi ? De North qui se pointe à des défilés avec des corsets, des hauts en cuir ultra moulants ou des maquillages complets alors qu'elle a à peine 10 piges. Internet a pété un câble plus d'une fois en voyant ces tenues jugées beaucoup trop sexualisées ou adultes pour une enfant. On la sape comme une femme fatale de 25 ans pour faire des vues sans se demander si c'est sain pour une gamine de construire son image uniquement sur le paraître et la provocation visuelle. Regardez ailleurs, c'est la même boucherie. Les mini-miss aux USA. Des gamines de 6 ans à qui on injecte du botox ou qu'on tartine de maquillage pour qu'elles ressemblent à des adultes miniatures. Les enfants des YouTube familles. Comme la Ace Family, où les parents filment les pleurs et les moments intimes de leurs gosses juste pour gratter du placement de produits. C'est du délire psychiatrique à ce niveau-là. North n'est pas juste exposée, elle est instrumentalisée. Elle est au milieu d'une guerre d'ego entre un père qui pète des plombs publiquement sur son éducation et une mère qui veut en faire la prochaine impératrice du marketing. Pour North, honnêtement, les inquiétudes sont énormes. On ne parle pas d'une enfance, on parle d'un plan de communication sur 20 ans. Elle est millionnaire, certes, elle a des sacs à main qui coûtent le prix d'une berline, mais à quel prix ? Elle n'a jamais connu le droit à l'anonymat, ce luxe ultime que même l'argent de son père ne pourra jamais lui racheter. Elle est condamnée à être une icône de mode alors qu'elle devrait juste avoir le droit de se tacher avec de la peinture sans que ça finisse en story sponsorisée. Au final, on a une gamine multimillionnaire qui poste des vidéos en faisant des duckface devant son miroir, entourée de gardes du corps, mais qui semble n'avoir aucune issue de secours pour être juste une enfant. C'est brillant pour le business, mais c'est un naufrage total pour l'innocence. On attend juste de voir quand la cocotte minute va exploser. Passer du cas de North West à celui de Drew Barrymore, c'est comme quitter un plateau de tournage aseptisé pour tomber directement dans une ruelle sombre de Hollywood à 3h du matin. Si North est enfermée dans une cage dorée construite à coups de likes et de contrats publicitaires, Drew, elle, a été jetée dans la fosse aux lions sans même avoir de quoi se défendre. Là où l'une est un produit marketing léché, l'autre a été traitée comme un déchet industriel avant même d'avoir ses premières règles. Si les autres sont nés avec un compte en banque, Drew est née avec une véritable malédiction collée à son nom de famille. Elle descend d'une lignée d'acteurs légendaires, mais surtout d'alcooliques notoires. À seulement 7 ans, elle devient la gamine la plus célèbre de la planète grâce à E.T. Steven Spielberg devient son parrain, le monde entier veut lui faire des papouilles et lui offre des cadeaux, mais derrière le rideau, c'est le chaos total. À l'âge où tu joues encore à la poupée ou que tu regardes des dessins animés,
Drew est déjà millionnaire et traîné dans les boîtes de nuit les plus branchées et les plus glauques de Los Angeles par sa propre mère, Jade Barrymore. On parle du Studio 54, le temple de la débauche absolue des années 80. À 9 ans, elle boit son premier verre. À 10 ans, elle fume son premier joint. À 12 ans, elle touche à la cocaïne. Ce n'est pas une enfance, c'est une descente aux enfers en accéléré. Pendant que le public s'émerveille devant sa bouille adorable sur grand écran, la réalité, c'est une gosse qui se défonce pour oublier qu'elle n'a aucun repère. C'est là que le bât blesse. Pourquoi une gamine de 10 ans se retrouve dans le carré VIP du Studio 54 avec une ligne de coke devant elle? Parce qu'Hollywood adore le concept de l'enfant vieux avant l'heure. On ne cherche pas des gosses, on cherche des nains avec des cerveaux d'adultes capables de tenir un planning de ministre et de faire la fête avec les producteurs. C'est une forme d'abus de pouvoir déguisée en précocité. La mère de Drew n'était pas une maman, c'était une groupie qui utilisait le pass VIP de sa fille pour exister. On a littéralement volé à Drew le droit d'avoir des barrières. Quand les adultes qui sont censés te dire non sont ceux qui te tendent le verre, tu n'as aucune chance de t'en sortir indemne. Et elle est loin d'être la seule à avoir fini dans le décor. Amanda Bynes, le cas d'école du craquage en direct. Star de Nickelodeon à 10 ans, adorée pour son génie comique, elle a fini par exploser sous la pression d'une industrie qui attendait d'elle qu'elle reste la petite fille parfaite. Résultat, une spirale de paranoïa, de drogue et une mise sous tutelle qui a duré des années. On l'a essorée jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable. Jennette McCurdy. Sa propre mère l'a forcée à devenir actrice, contrôlant ses calories, lui faisant passer des examens médicaux invasifs et l'encourageant à rester petite pour garder des rôles d'enfant. Son livre « I'm Glad My Mom Died » n'est pas une provocation. C'est le cri de douleur d'une gosse dont le corps et l'esprit appartenaient à sa manager de mère. Gary Coleman, le gamin de Arnold et Willy. Millionnaire à 10 ans, il s'est rendu compte à sa majorité que ses parents et ses agents avaient bouffé la quasi-totalité de sa fortune. Il a fini agent de sécurité, ruiné et amer. C'est toujours le même schéma. On prend un gamin mignon, on en fait une pompe à fric, et quand les premiers signes de fatigue ou de rébellion arrivent, on le jette comme un vieux jouet cassé. Pour Drew, le réveil est brutal. À 13 ans, elle est déjà en cure de désintoxication. Elle est devenue millionnaire beaucoup trop tôt, mais elle a surtout été traitée comme une adulte par des gens qui auraient dû la protéger. À 14 ans, elle tente de mettre fin à ses jours. Hollywood, ce grand cirque qui l'adulait 2 ans plus tôt, la mâche et la recrache. Elle se retrouve sur la liste noire. Personne ne veut bosser avec une junkie de 14 ans. Elle est ruinée, seule, et finit par demander l'émancipation légale de ses parents. À l'âge où tu passes ton brevet, elle est déjà une has-been qui doit faire des ménages pour payer son loyer dans un appart miteux de Los Angeles. Elle est au fond du trou et tout le monde regarde ailleurs. À 14 ans, Drew Barrymore est officiellement grillée. Hollywood l'a jetée à la poubelle comme un vieux jouet cassé. Elle se retrouve émancipée, seule dans un appart miteux, avec un nom de famille qui fait fuir les producteurs et un compte en banque vidé par ses dérives et son entourage. Pour survivre, la gamine la plus célèbre du monde a dû faire des ménages et bosser dans des restos. On est loin des paillettes DIT. Mais c'est là qu'elle a eu un déclic de génie. Elle a compris que si elle attendait qu'on l'appelle, elle finirait comme une énième statistique de gamine star retrouvée morte dans un hôtel. Elle a repris sa carrière à zéro en acceptant des rôles de méchante fille ou des apparitions dans des séries B juste pour prouver qu'elle était sobre et fiable. Elle a transformé son image de junkie précoce en celle d'une survivante attachante. Le vrai coup de maître ? Elle n'est pas restée qu'actrice. Elle a monté sa propre boîte de production, Flower Films. Elle a produit Charlie's Angels, un carton planétaire, et s'est imposée comme une femme d'affaires redoutable. Aujourd'hui, elle a son propre talk show, elle pèse des millions, mais surtout, elle a réussi à briser la malédiction familiale. Elle a transformé son traumatisme en un empire bienveillant. Elle est la preuve vivante qu'on peut être millionnaire trop tôt, se cracher à 200 km/h contre un mur et réussir à reconstruire une Ferrari avec les morceaux qui restent. On termine avec le prince héritier de Bel-Air, Jaden Smith. Lui, c'est un autre délire. Il ne connaît pas le concept de galérer pour payer son loyer ou de stresser pour un découvert. Il est né avec un nom qui pèse des milliards de dollars de box-office. Son daron, c'est Will Smith, le mec qui possédait littéralement Hollywood dans les années 2000, et sa daronne, c'est Jada Pinkett. Autant dire que sa première peluche coûtait probablement plus cher que ton premier scooter. Dès l'âge de 8 ans, on le propulse devant les caméras dans À la recherche du bonheur.
Le gamin est mignon, il joue bien, il est avec son père. Le monde entier fond devant la ressemblance. Mais c'est avec le remake de The Karate Kid que les choses deviennent sérieuses. À seulement 12 ans, il porte sur ses frêles épaules un film qui rapporte plus de 350 millions de dollars. À cet âge-là, Jaden n'est plus seulement le fils d'eux, c'est devenu une star mondiale capable de vendre des tickets de ciné à lui tout seul. Mais c'est exactement là que le malaise commence à pointer le bout de son nez. À un âge où tu devrais juste te soucier de ton prochain niveau sur console ou de ton match de foot, Jaden est déjà traité comme un produit financier par ses propres parents. Il enchaîne les plateaux télé, fait des tournées mondiales de promo marathon et répond à des questions de journalistes de 50 ans alors qu'il a encore une voix de soprano. Le truc, c'est que quand tu nais tout en haut de la pyramide, tu ne vois pas le monde comme les autres. Pour lui, être multimillionnaire et ultra médiatisé, c'est le réglage par défaut. Il n'a jamais eu ce moment de redescente parce qu'il n'est jamais monté. Il était déjà au sommet avant même de savoir multiplier par 2. Et forcément, quand tu grandis dans une bulle de luxe absolu et de flatterie constante, ta vision de la réalité finit par devenir, disons, un peu lunaire. C'est là que le conte de fées dérape et qu'on entre dans le malaise pur. En 2013, la famille Smith décide de nous vendre le pack complet avec After Earth. Ce n'est plus du cinéma, c'est une PME familiale. Will produit et joue le père, Jaden joue le fils. Le résultat, une purge monumentale. Les critiques l'allument et pour la première fois, le public sature. On commence à pointer du doigt ce gamin qui semble avoir reçu tous ses rôles sur un plateau d'argent sans jamais avoir connu la moindre galère. Le vrai naufrage, il a eu lieu sur Twitter. Jaden a commencé à lâcher des perles philosophiques tellement perchées qu'elles semblaient venir d'une autre dimension. On se souvient tous du mythique « Comment les miroirs peuvent-ils être réels si nos yeux ne le sont pas ?» À ce moment-là, Internet ne l'a pas raté. Il est devenu la risée du web, le symbole du gosse de riche tellement déconnecté de la réalité qu'il se prend pour un prophète de comptoir à 15 ans. C'est le contre-coup classique. Quand tu as des millions avant ton brevet et que tout ton entourage te répète que tu es un génie, tu finis par le croire. Il s'est retrouvé enfermé dans cette image de petit prétentieux qui donne des leçons de vie au monde entier alors qu'il n'a jamais fait une queue au supermarché de sa vie. Regarde les autres héritiers qui planent à 10 000 mètres. Brooklyn Beckham, le mec change de passion comme de chemise et réussit à chaque fois à sortir un livre ou une émission grâce au nom de papa, malgré un talent, disons, très discret. Chet Hanks, le fils de Tom Hanks, qui essaie désespérément de se donner une image de bad boy et de rappeur de rue alors qu'il a grandi dans les quartiers les plus huppés de LA. C'est ça, le drame du népotisme poussé à l'extrême. Ces gosses n'ont aucun filtre de réalité. Personne ne leur dit que ce qu'ils font est ridicule, parce que tout le monde touche un chèque. Jaden était riche, certes, mais il était en train de devenir l'ado le plus insupportable de la planète aux yeux du public. Il a fallu qu'il se prenne un mur médiatique monumental pour comprendre que le nom Smith ne suffisait plus à acheter le respect. Il faut s'arrêter sur la phase la plus lunaire de Jaden, celle où il a décidé que son corps était une performance d'art contemporain H24. Avec ses looks du genre « je suis plus intelligent que vous », c'est là que le malaise a atteint son paroxysme. Jaden ne se contentait pas d'être riche, il voulait être profond. Et que dire de ses accessoires? Le mec s'est pointé au gala du Met en tenant ses propres cheveux coupés à la main comme si c'était un sac de luxe. Ou encore, il se baladait avec une pyramide en guise de chapeau ou des bouteilles d'eau de sa propre marque comme si c'était des bijoux. Le problème de fond, ce n'est pas de l'audace, c'est le luxe de pouvoir être ridicule sans aucune conséquence. Si un gosse de banlieue sort avec une pyramide sur la tête ou en Batman, il finit à l'asile ou au poste. Jaden, lui, finit en couverture des magazines. C'est la critique ultime du privilège. Transformer le mauvais goût et l'absurde en vision artistique simplement parce que ton compte en banque est blindé. C'est cette déconnexion totale qui a rendu le personnage insupportable. Cette impression qui nous expliquait la vie alors qu'il vivait dans un jeu vidéo avec les codes de triche activés. Pourtant, contre toute attente, Jaden a fini par piger un truc. Tant qu'il restait devant une caméra de ciné avec son père, il n'était qu'un hologramme de Will. Alors, il a fait son propre coming out artistique. Il s'est barré dans la musique et la mode, mais pas en mode petit chanteur Disney. Il est parti dans des délires d'artistes indés, avec des clips ultra travaillés et un style qui n'appartient qu'à lui. C'est là qu'il a commencé à regagner un peu de respect. Avec des albums comme Sire, il a prouvé qu'il avait un vrai univers. Certes, c'est toujours un peu
perché, mais au moins, c'est son délire. Il ne cherche plus à plaire à la ménagère qui aimait son père dans Men in Black. Il utilise ses millions pour financer ses propres visions et des projets qui ont du sens, comme ses camions d'eau filtrée pour les quartiers pauvres de Flint. Au final, Jaden Smith, c'est le cas typique du gosse qui a dû tuer le père symboliquement pour exister. Il est passé de pistonné de service à icône de la Gen Z, un peu bizarre mais authentique. Il a compris que l'argent ne lui servait pas à acheter des rôles, mais à s'acheter le droit d'être lui-même, même si lui-même reste un concept que le commun des mortels a encore du mal à capter.